Son corps était canin, mais son visage, c'était celui d'un homme, vieux et ridé avec une expression de profonde tristesse. Yuki était un étudiant, tout ce qu'il y a de plus normal. Il menait une vie tranquille dans une petite ville du Kansai. Les journées s'étiraient entre les cours à l'université et le petit boulot qu'il faisait pour arrondir ses fins de mois. Un soir, après une journée particulièrement chargée, il se retrouva à rentrer seul, à pied, à travers le quartier résidentiel où la lumière des lampadaires se faisait de plus en plus rare. C'est alors qu'il l'aperçut. Une femme se tenait debout sous un lampadaire, immobile. Elle portait un long manteau beige et un masque chirurgical, chose devenue commune ces dernières années, mais qui, en ce moment précis, paraissait étrangement sinistre. Yuki, pensant que c'était simplement quelqu'un qui attendait un taxi, continua son chemin. Mais en passant à sa hauteur, il sentit un frisson parcourir sa nuque. La femme se tourna brusquement vers lui et lui demanda d'une voix douce, « Suis-je belle ?» Surpris, Yuki la dévisagea, incapable de comprendre pourquoi elle lui posait une telle question. « Oui, je suppose, » balbutia-t-il. La femme inclina légèrement la tête, comme si elle réfléchissait à sa réponse. Puis, lentement, elle enleva son masque. Yuki sentit son cœur s'arrêter. La bouche de la femme s'étirait d'une oreille à l'autre, formant un sourire monstrueux, les coins de ses lèvres fendus, exposant une chair rouge vif. « Et maintenant » murmura-t-elle, son sourire semblant s'agrandir encore plus. Paniqué, Yuki fit un pas en arrière. « Non, non, vous êtes... » Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, la femme disparut de sa vue. L'ombre d'un éclair laissait à peine une seconde de répit, et elle se trouvait déjà derrière lui. Yuki tenta de courir, mais ses jambes refusèrent de bouger. Un souffle glacial effleura son oreille. Le lendemain matin, on retrouva Yuki dans la ruelle, le visage marqué d'un sourire sinistre, découpé d'une oreille à l'autre. Les voisins chuchotèrent qu'il avait été la victime de Kushiza-kona, l'esprit vengeur de la femme à la bouche fendue. On disait que, des années auparavant, elle avait été une belle femme, jusqu'à ce que son mari jaloux la défigure. Depuis, elle erre dans les rues, demandant à ceux qu'elle croise s'ils la trouvent belle, incapable de supporter qu'on lui dise la vérité. Ceux qui osent répondre honnêtement sont les plus chanceux, ceux qui hésitent, finissent par arborer le même sourire terrifiant qu'elle. Dans une petite ville côtière du Japon, les gens évitaient de s'aventurer près des rails du vieux train une fois la nuit tombée. Il se murmurait qu'une créature effrayante rôdait dans ces parages, le tek-tek. La légende raconte qu'il y a plusieurs décennies, une jeune fille du lycée avait été poussée par des camarades sur les rails alors qu'un train arrivait. La pauvre n'avait pas eu le temps de se relever et avait été coupée en deux, son corps traîné sur plusieurs mètres. Depuis, son esprit n'a jamais trouvé le repos. Yosuke, un adolescent du coin, avait toujours pris ses histoires à la légère. Un soir, après un dîner entre amis, il décida de prendre un raccourci qui passait justement près des rails. Alors qu'il s'en approchait, il entendit un bruit bizarre. Un son métallique, semblable à celui de quelque chose qui glisse sur le sol. Tec, tec. Le bruit se rapprochait de plus en plus. Intrigué, Yosuke se retourna et ce qu'il vit le paralysa de terreur. À quelques mètres de lui, une silhouette rampait au sol. Ce n'était pas une personne entière, mais seulement le torse d'une femme. Elle avançait sur ses coudes, son visage blafard fixé sur Yosuke, ses yeux pleins de rage. Le bruit provenait des os de ses coudes qui claquaient contre le sol. Yosuke, pétrifié, fit un pas en arrière. « C'est quoi ce truc ?» pensa-t-il, incapable de détourner le regard. La créature se mit soudain à avancer à une vitesse effrayante. « Non, non, reste loin !» hurla Yosuke, mais c'était déjà trop tard. En un clin d'œil, elle était sur lui. Le tek-tek brandit une faux rouillée et d'un coup sec, elle trancha les jambes de Yosuke. Le garçon tomba au sol, hurlant de douleur. La créature, sans montrer la moindre émotion, le regarda agoniser. Puis, d'une voix froide et distante, elle murmura « Toi aussi, maintenant, tu seras comme moi. » Quelques jours plus tard, le corps de Yosuke fut retrouvé le long des rails, horriblement mutilé. Personne ne put expliquer ce qui s'était passé, mais ceux qui connaissaient la légende savaient.
Yosuke avait croisé la route de Tek-Tek, l'esprit vengeur qui, privé de ses jambes, s'assurait que ses victimes subissent le même sort. Le temple de Himeji était réputé pour sa grandeur et sa beauté. Mais ce que peu de gens savaient, c'était l'histoire macabre qui entourait sa construction. Les habitants du village avaient remarqué des incidents étranges, des pierres tombant sans raison, des ouvriers subissant des blessures mystérieuses, et surtout, le sol refusant de stabiliser les piliers du temple. L'architecte principal, désespéré, consulta un prêtre shintoïste. Celui-ci révéla que l'endroit était hanté par des esprits malveillants, refusant que le temple s'élève. Il faut leur offrir un sacrifice pour apaiser leur colère. Un sacrifice humain, murmura-t-il. Le chef de chantier fut horrifié par la proposition, mais sous la pression du seigneur local, il n'eut pas d'autre choix. Ils décidèrent de procéder à un rituel Itobashira, en enterrant une personne vivante dans les fondations du pilier central. La victime fut choisie parmi les villageois pauvres, une jeune fille nommée Kiyo, sans famille, connue pour sa douceur et sa générosité. Lorsqu'on lui annonça son sort, Kiyo n'opposa aucune résistance. Elle se présenta au site de construction, les larmes aux yeux, mais résignée. Au cours d'une nuit sombre, éclairée uniquement par la lumière vacillante des torchers, Kiyo fut attachée à l'un des piliers. Tandis que le prêtre récitait des incantations, les ouvriers commencèrent à enterrer la base du pilier. Les chants masquaient à peine les sanglots de Kiyo, sa voix se brisant en implorations silencieuses. Le béton fut coulé progressivement, scellant son destin. Ses pleurs devinrent des murmures étouffés, puis plus rien. Le temple fut achevé sans autre incident. Les fondations se stabilisèrent et les accidents cessèrent. Le seigneur local célébra cette réussite avec faste, ignorant les regards sombres des villageois qui savaient ce que cela avait coûté. Des années plus tard, lors d'une rénovation, des ouvriers trouvèrent un vieil ossement coincé entre deux piliers. Ils tentèrent de le déplacer, mais la structure entière commença à trembler dangereusement. Effrayés, ils décidèrent de laisser les restes en paix. On dit qu'à chaque anniversaire de sa mort, le temple est secoué par des tremblements étranges. Le pilier central, là où Kiyo repose, émet parfois des craquements sinistres, comme si l'esprit de la jeune fille cherchait à se libérer de son tombeau de béton. Et les visiteurs, surtout ceux qui passent près du pilier maudit, disent entendre de faibles pleurs, montant des profondeurs, accompagnés par une voix lointaine murmurant « Pourquoi moi ?» Les rumeurs d'un esprit hantant les toilettes des filles circulaient depuis des années dans le collège de Sapporo. Akamoto, disait-on, était un esprit vengeur qui apparaissait dans les toilettes des établissements scolaires pour proposer aux jeunes filles une question macabre, rouge ou bleue. Les étudiants se défiaient régulièrement d'aller seuls dans les toilettes du 3e étage, réputés pour être le repère de cet esprit. Un jour, Eko, une élève connue pour son caractère intrépide, décida d'affronter cette légende urbaine. Après les cours, Eko monta les marches qui menaient au 3e étage. L'endroit était désert. Le silence régnait, seulement interrompu par le léger grincement des portes à chaque courant d'air. Elle entra dans les toilettes, les néons clignotants projetant des ombres vacillantes sur les murs carrelés. Elle s'avança jusqu'à la dernière cabine, celle qu'on disait hantée. Un frisson la parcourut, mais elle ouvrit la porte d'un coup sec et s'assit, déterminée à prouver qu'il ne s'agissait que d'une histoire pour effrayer les plus jeunes. Alors qu'elle commençait à se détendre, une voix grave résonna dans la cabine, rouge ou bleu. Eko se figea. C'était impossible. La voix semblait venir de juste derrière elle, mais il n'y avait personne. Elle déglutit et essaya de répondre d'une voix forte, « Je ne veux pas jouer ». Un ricanement résonna. Ce n'est pas une question de choix. Rouge ou bleu? La panique s'empara d'elle. Elle se souvint des avertissements de ses camarades, ceux qui choisissaient le rouge étaient éventrés, le corps baigné dans une mare de sang, ceux qui répondaient bleu étaient étranglés jusqu'à ce que leur visage devienne livide. La peur paralysait ses pensées, mais elle savait qu'elle devait dire quelque chose, n'importe quoi. Ni l'un ni l'autre. Je choisis, blanc. Le silence qui suivit était presque palpable. Puis, la porte de la cabine s'ouvrit brusquement, frappant contre le mur. Eko sauta sur ses pieds, tremblant, mais personne n'était là. La lumière se stabilisa, et l'atmosphère oppressante sembla se dissiper. Tremblante,
Elle se précipita hors des toilettes et dévala les escaliers. Le lendemain, en arrivant à l'école, ses camarades la regardèrent avec stupeur. « Eiko, ton cou ?» Elle se dirigea rapidement vers un miroir et vit, horrifiée, une large marque blanche autour de son cou, comme si une main invisible l'avait agrippée. À partir de ce jour, elle n'osa plus jamais monter au 3e étage. Ceux qui croisent son chemin disent que, même des années après, elle ne porte plus jamais de vêtements rouges ou bleus. La marque sur son cou, bien qu'estompée, demeure le signe qu'Akamanto ne plaisante jamais avec ses victimes, peu importe leur choix. L'école primaire de Shimizu n'avait rien d'extraordinaire en apparence. Ses murs étaient ornés de dessins d'enfants, ses salles de classe baignaient dans une lumière douce, et les rires résonnaient dans ses couloirs. Pourtant, il y avait une partie de l'école que même les plus courageux évitaient, les toilettes du 3e étage. Une aura étrange y flottait en permanence, et les élèves murmuraient des histoires effrayantes sur cet endroit. On racontait qu'un esprit, celui d'une petite fille nommée Hanako-san, hantait la 3e cabine de ces toilettes. Personne ne savait vraiment comment elle était morte, mais la version la plus courante racontait qu'elle avait péri lors d'un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale, piégée sous les décombres de l'école. Depuis, son esprit n'aurait jamais quitté les lieux. Un après-midi, 3 élèves du club de littérature, attirés par la curiosité, décidèrent de braver cette légende. Keiko, Akira et Yumi étaient connus pour être téméraires, aimant repousser les limites du danger pour ressentir ce frisson d'adrénaline. Ils se donnèrent rendez-vous après la fin des cours, lorsque l'école était vide et silencieuse. Ils montèrent les marches du vieil escalier en bois menant au 3e étage, chaque pas résonnant avec une force étrange dans le bâtiment désert. En arrivant devant les toilettes, un silence pesant s'installa. L'air semblait plus froid, chargé d'une odeur de moisi. Keiko poussa doucement la porte, qui s'ouvrit en émettant un grincement sinistre. L'intérieur des toilettes était baigné dans une lumière faiblissante, les néons clignotant de manière irrégulière. Les carreaux, autrefois blancs, étaient tachés de vieilles traces d'humidité. Le trio avança lentement, jetant des regards inquiets autour de lui. La 3e cabine, au fond, semblait les attendre, sombre et menaçante. Sans hésiter, Keiko s'approcha de la cabine, son cœur battant à tout rompre. Elle frappa doucement à la porte, 3 fois, comme le voulait le rituel, puis recula d'un pas. Pendant un moment, rien ne se produisit. Les 3 amis échangèrent des regards, presque soulagés. Puis, un léger bruit sourd retentit, comme si quelque chose, ou quelqu'un, bougeait à l'intérieur. Leurs sourires disparurent instantanément. Un silence oppressant emplit la pièce, et l'air sembla se figer autour d'eux. La poignée de la porte se mit à tourner lentement, comme mue par une force invisible. Les élèves restèrent pétrifiés, le regard rivé sur ce mouvement improbable. La porte s'ouvrit doucement, révélant l'intérieur sombre de la cabine. Au fond, une petite silhouette se tenait immobile. Le trio ne pouvait pas voir clairement ses traits, mais il était évident qu'il s'agissait d'une enfant. Les cheveux noirs tombaient en cascade devant son visage, cachant ses yeux. La tension dans la pièce devint palpable, chaque seconde s'étirant dans une attente insupportable. Puis, la silhouette fit un pas en avant. Le craquement du carrelage sous ses pieds résonna comme un coup de tonnerre. Le sol parut trembler légèrement sous eux, et une sensation de froid intense envahit la pièce. Les 3 amis reculèrent instinctivement, sentant un danger imminent. L'ombre se mit à avancer plus vite, ses mouvements dégageant une énergie surnaturelle. Les murs semblèrent se rapprocher, la pièce rétrécissant autour d'eux. Leurs respirations devinrent saccadées, la peur leur enserrant la gorge. Puis, d'un coup, les néons s'éteignirent brusquement, plongeant les lieux dans une obscurité totale. Le cœur battant, les élèves se tournèrent frénétiquement, cherchant une issue dans cette obscurité angoissante. Leurs yeux s'habituèrent peu à peu à la pénombre, révélant des ombres mouvantes autour d'eux. Des formes indistinctes apparaissaient et disparaissaient, flottant silencieusement dans l'air lourd. La cabine, qui semblait à l'origine si petite, paraissait maintenant s'étendre à l'infini. Les murs s'éloignaient, créant un espace vide et sans fin. Le trio tenta de sortir, mais la porte principale était désormais fermée, comme scellée par une force invisible. Les mains moites, Akira essaya de l'ouvrir, tirant de toutes ses forces, mais la poignée ne bougeait pas d'un pouce.
Le désespoir s'installa alors qu'il se retournait pour faire face à la cabine. La silhouette de l'enfant n'était plus seule. D'autres formes, sombres et éthérées, émergeaient des coins obscurs des toilettes, leurs contours flous et ondulants. Elles semblaient observer les enfants, tournoyant doucement autour de la silhouette de Hanako-san. Une étrange sensation d'étouffement s'empara d'eux. Leurs poumons semblaient incapables de capter l'air, comme si une force invisible leur comprimait la poitrine. Keiko tomba à genoux, sa tête tournant. Des murmures indistincts, comme des voix provenant d'un lointain cauchemar, emplirent l'espace. Les mots étaient inaudibles, mais leur message était clair, ils n'étaient pas les bienvenus. Soudain, un mouvement rapide attira l'attention de Yumi. Une des formes sombres se détacha du groupe et se jeta sur elle avec une rapidité terrifiante. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle se sentit projetée en arrière, son dos heurtant violemment le mur. Les ombres se pressaient autour d'elle, l'enveloppant, tandis qu'une douleur lancinante irradiait dans tout son corps. Ses yeux s'embuèrent de larmes, et elle sentit ses forces l'abandonner. Akira et Keiko, pris de panique, tentèrent de s'approcher pour l'aider, mais quelque chose les en empêchait. Une barrière invisible les retenait à distance, les clouant sur place. La silhouette au centre de la pièce s'avança encore, jusqu'à se trouver face à Yumi. Lentement, elle inclina la tête, laissant entrevoir un sourire lugubre et tordu. Les cheveux tombèrent sur les côtés, dévoilant un visage pâle, où des traces de sang séché maculaient les commissures des lèvres. Le temps sembla s'arrêter, et une vague de terreur pure déferla sur le groupe. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'arrêta. Les ombres se dissipèrent, la lumière revint. La silhouette disparut dans l'air, ne laissant derrière elle que le silence. Yumi, pantelante, gisait au sol, le visage marqué par un mélange de terreur et de soulagement. La porte des toilettes s'ouvrit lentement, libérant enfin les trois amis. Ils s'enfuirent sans se retourner, leur esprit encore embué par la peur. Ils savaient, au fond d'eux-mêmes, qu'ils avaient survécu de justesse. L'école de Shimizu retrouva sa quiétude le lendemain, mais le trio garda un souvenir impérissable de cette nuit. Aucun d'eux ne parla jamais de ce qu'il s'était vraiment passé. Et les toilettes du 3e étage, maintenant marquées par leur expérience, furent scellées par le directeur, qui ne posa aucune question. Les enfants continuèrent à raconter l'histoire d'Hanako-san, l'esprit des toilettes. Et, parfois, un élève imprudent qui s'aventure trop près des toilettes désertées jure entendre, au fond du couloir, un faible grincement, comme la poignée d'une porte qui tourne. Les nuits dans les montagnes de Tohoku sont particulièrement sombres et mystérieuses. Les anciens disent que par temps brumeux, les esprits tourmentés des morts rôdent, cherchant vengeance. Parmi eux, la plus terrifiante des apparitions est celle du Gashadokuro, un squelette géant formé des os des âmes mortes de faim ou non enterrées. Sa présence est signalée par un étrange tintement, comme celui de l'os qui s'entrechoque dans un rythme macabre. Il y a quelques années, un randonneur nommé Takashi décida de partir explorer les montagnes, fasciné par ces récits. Malgré les mises en garde des habitants, il n'avait qu'une envie, prouver que ces légendes n'étaient que des fables. Une nuit, alors qu'il campait près d'un vieux cimetière abandonné, un silence pesant envahit les lieux. Puis, un bruit, à peine perceptible, résonna dans la vallée. Takashi se leva, fronçant les sourcils. Le son se rapprochait, résonnant plus fort à chaque seconde. En scrutant l'obscurité, il vit une ombre immense se dresser à l'horizon. Le Gashadokuro. Un squelette titanesque, ses orbites vides scrutant le sol, avançait lentement vers lui. Chaque pas faisait trembler la terre, et ses mâchoires s'ouvraient et se refermaient dans un claquement sinistre. Takashi se pétrifia. Il avait entendu dire que le Gashadokuro cherchait à broyer les humains et à se nourrir de leur sang pour apaiser sa faim éternelle. Quand la créature fut presque sur lui, Takashi sentit une immense main osseuse l'envelopper. Il tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Le Gashadokuro le souleva comme s'il n'était qu'un jouet, et les mâchoires du monstre se refermèrent autour de son torse. Une douleur indescriptible traversa son corps, et tout devint noir. Le lendemain matin, les habitants retrouvèrent son campement désert. Seul un amas d'os brisés gisait au centre, comme si une force inhumaine les avait écrasés. Depuis cette nuit-là, personne n'ose plus s'aventurer près de ce cimetière. Les villageois savent que le Gashadokuro est toujours là,
errant dans les montagnes, à la recherche de nouvelles victimes pour assouvir sa faim sans fin. Dans une petite ville du Kyushu, il y avait une rumeur selon laquelle une femme mystérieuse, connue sous le nom de la femme à la bouche cousue, hantait les rues les nuits de pleine lune. Les enfants du quartier en avaient tellement peur qu'ils refusaient de sortir une fois la nuit tombée. On disait que cette femme avait été autrefois une infirmière dans un hôpital psychiatrique, jusqu'au jour où un patient particulièrement viol l'attaqua, lui cousant la bouche avec du fil de fer. Un soir, une jeune fille nommée Chiharu, qui n'avait jamais cru à ces histoires, se retrouva seule dans une rue déserte après avoir quitté la maison de son ami. Elle marchait rapidement, le son de ses pas résonnant sur le pavé. Soudain, elle aperçut une silhouette au coin de la rue. Une femme, vêtue d'un uniforme d'infirmière ancien, se tenait là, immobile. Chiharu ralentit, hésitante. La femme leva doucement la tête, révélant des yeux écarquillés, pleins de folie, et un sourire cousu de fils noirs, sanglant. « Aimes-tu ce que tu vois » demanda-t-elle d'une voix déformée, le fil tendu faisant saigner les commissures de ses lèvres. Chiharu, terrorisé, resta figé. La femme s'avança lentement, le son de ses pas semblant écho à travers le silence de la rue. « Veux-tu jouer avec moi » poursuivit-elle, sa main tremblante tendant une paire de ciseaux rouillés vers Chiharu. Celle-ci recula, mais la femme se rapprocha encore. « Je t'en prie. Aide-moi à enlever ce fil. Aide-moi à retrouver mon sourire. » Sa voix se mua en un sanglot désespéré, et Chiharu, incapable de fuir, ne put que secouer la tête frénétiquement. Le visage de la femme changea alors. Ses yeux se plissèrent, et elle émit un rire dément. « Très bien, alors je prendrai le tien » cria-t-elle avant de se jeter sur Chiharu, les ciseaux levés. Juste au moment où elle allait frapper, une voiture passa au coin de la rue, ses phares éclairant la scène. L'apparition se volatilisa comme de la fumée, ne laissant derrière elle que le silence et l'odeur métallique du sang. Chiharu courut sans s'arrêter jusqu'à chez elle. Les jours suivants, elle resta enfermée, secouée par l'expérience. Puis, peu à peu, elle tenta de reprendre une vie normale. Mais chaque fois qu'elle passait devant un miroir, elle ressentait une étrange démangeaison au coin de sa bouche. Un soir, en se regardant attentivement, elle crut apercevoir une fine cicatrice sur le bord de ses lèvres, comme une entaille. Depuis, elle se réveille parfois en pleine nuit, le visage couvert de gouttes de sang, avec l'étrange sensation que ses lèvres sont cousues. Parmi toutes les légendes qui circulent au Japon, celle d'Inunaki Village est sans doute l'une des plus mystérieuses. Le village est introuvable sur les cartes modernes, et l'entrée du chemin menant à ce lieu est bloquée par un vieux panneau rouillé avertissant les curieux, les lois du Japon ne s'appliquent pas ici. La rumeur dit que ceux qui osent franchir ce panneau n'en ressortent jamais. Mais un groupe d'amis, avides de sensations fortes, décida de percer le mystère une bonne fois pour toutes. Kanta, Haruto et Miki partirent un soir en voiture, équipés de caméras et de lampes torchées. Ils suivirent les instructions d'un vieux forum en ligne, se dirigeant vers une route de montagne abandonnée. Après des heures de conduite, la route devint de plus en plus chaoteuse, les arbres se refermant au-dessus de leurs véhicules, plongeant le chemin dans une obscurité totale. Puis, ils virent le fameux panneau, couvert de mousse, émergeant de l'ombre. Miki hésita, mais Kanta, plus déterminé que jamais, continua. « Ce n'est qu'un panneau, rien de plus » lança-t-il, tentant de masquer l'anxiété dans sa voix. Après quelques minutes, la route se transforma en sentier. Ils laissèrent la voiture et continuèrent à pied. Bientôt, ils débouchèrent sur ce qui semblait être l'entrée du village. Des maisons en ruine, des toits effondrés, des portes béantes. Inunaki Village ressemblait à un lieu figé dans le temps. « Regarde, cette maison a encore des lampes à huile », remarqua Haruto en entrant dans une bâtisse délabrée. Les murs étaient couverts de graffitis, mais une sensation oppressante flottait dans l'air. Ils avancèrent, explorant les lieux, filmant chaque recoin. Soudain, un hurlement perça le silence. Un cri inhumain, comme un mélange de grognements et de pleurs. Miki, paniqué, regarda autour d'elle. Qu'est-ce que c'était ? Avant qu'ils ne puissent s'organiser pour partir, la porte de la maison se referma violemment derrière eux. Ils se précipitèrent dehors, mais le village,
qui semblait vide quelques instants plus tôt, se transforma sous leurs yeux. Des silhouettes humaines au visage déformé, hurlant de rage ou riant d'une manière terrifiante, émergeaient de l'obscurité, se rapprochant d'eux. « Courez !» cria Kanta, s'élançant sur le chemin par lequel ils étaient venus. Mais la sortie semblait avoir disparu. Les arbres avaient changé de place, le sentier se transformait en un labyrinthe sans fin. Chaque maison qu'ils croisaient semblait les observer, et des voix susurraient des phrases incompréhensibles. Après une course effrénée, ils atteignirent finalement un vieux pont suspendu. Haletant, ils se retournèrent. Le village entier était plongé dans une obscurité sinistre, et une masse noire semblait les suivre, se mouvant dans l'ombre. « On doit sauter, sinon on est mort » hurla Haruto. Ils n'avaient pas le choix. Un par un, ils sautèrent dans l'eau glaciale en contrebas. Le courant les emporta, et après une lutte épuisante contre les flots, ils atteignirent enfin la berge. Ils furent retrouvés le lendemain matin par un pêcheur, trempé et en état de choc. Aucun d'entre eux ne put expliquer ce qu'ils avaient vu. Les vidéos qu'ils avaient filmées étaient brouillées, chaque enregistrement s'arrêtant dès qu'ils entraient dans le village. Depuis cette nuit, Haruto refuse de parler de l'incident, Miki est sous traitement pour des cauchemars récurrents, et Kanta, le plus intrépide de tous, est devenu agoraphobe, incapable de quitter sa maison. Inunaki Village avait réclamé sa vengeance, effaçant ses traces de la mémoire du groupe, ne laissant derrière lui que des souvenirs déformés et une terreur indicible. C'était une soirée tranquille de printemps, et Yumi avait décidé de rentrer chez elle à pied, profitant de la brise douce qui soufflait sur Tokyo. Le parc qu'elle traversait était presque vide, quelques bancs étaient occupés par des couples et des joggeurs du soir. Elle marchait lentement, plongée dans ses pensées, lorsqu'elle remarqua un homme assis seul, la tête baissée, caché par les ombres. Curieuse, elle s'approcha. L'homme ne bougeait pas, ses mains serrées autour d'un vieux chapeau. Yumi ralentit, inquiète qu'il ait peut-être besoin d'aide. « Excusez-moi, ça va ?» demanda-t-elle doucement. L'homme leva lentement la tête. Yumi se figea, la gorge serrée. Il n'avait pas de visage. Pas de bouche, pas de nez, rien. Seulement une surface lisse et pâle, comme une toile vierge. Elle recula précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Mais, alors qu'elle s'éloignait, elle vit une autre silhouette surgir du coin de l'allée. Une femme cette fois, avançant lentement. Yumi sentit un soulagement momentané avant de remarquer l'anomalie, la femme aussi n'avait pas de visage. L'inconnue s'approcha, ses mains effleurant ses joues lisses dans un geste grotesque, comme si elle mimait un sourire. Yumi tourna les talons et se mit à courir, ses pieds martelant le sol, son souffle court et irrégulier. Les allées semblaient s'étirer à l'infini, et chaque détour la menait vers une autre apparition. Tous les visages autour d'elle, s'il s'agissait encore de visages, étaient identiques, vides, lisses comme du marbre poli. Chaque personne qu'elle croisait, chaque être sans trait, semblait murmurer en silence, leurs mains indiquant des expressions invisibles. Elle courut jusqu'à l'épuisement, et finalement, elle s'effondra sur un banc, les larmes brouillant sa vue. Lorsqu'elle releva la tête, le parc était vide. Le vent soufflait doucement dans les arbres, et les étoiles brillaient calmement au-dessus d'elle. Rien ne semblait anormal. Tentant de reprendre son souffle, Yumi se força à se calmer. Ce n'était qu'un rêve, se dit-elle. Mais alors qu'elle se redressait pour partir, elle croisa son reflet dans la vitre d'un panneau d'affichage. Son visage n'était plus là. La panique la submergea. Elle toucha son visage, mais il n'y avait plus rien. Juste une surface lisse et froide. Puis, dans le reflet, elle vit un groupe de Noprabo derrière elle, observant silencieusement. Les témoins disent que Yumi fut retrouvée inconsciente le lendemain, errant dans le parc sans aucune mémoire de ce qui s'était passé. Depuis, chaque nuit, elle se réveille en sueur, le sentiment désagréable de ne plus se reconnaître. Ceux qui osent la regarder attentivement prétendent qu'ils voient ses traits s'estomper lentement, jour après jour. Tomino S. Elle est une légende qui prend racine dans les recoins sombres de la poésie japonaise. Il s'agit d'un poème maudit, écrit par Yomota Inuiko, qui décrit le voyage d'une âme damnée à travers les profondeurs de l'enfer. On raconte que ceux qui osent lire ce poème à haute voix souffrent de terribles malédictions, maladies, accidents, et dans certains cas, la mort.
Anna, une adolescente fascinée par les histoires macabres, décida un soir de tester cette légende. Avec des amis, ils se rassemblèrent dans une vieille maison abandonnée au sommet d'une colline. La rumeur disait que l'endroit était hanté, et l'atmosphère sinistre semblait idéale pour leur séance de lecture. Anna tenait dans ses mains une feuille jaunie où le poème était inscrit. Ses amis, le cœur battant, la regardaient avec appréhension. « Allons, c'est juste un poème, rien de plus », déclara Anna avec un sourire nerveux. Elle inspira profondément et commença la lecture. Les mots coulaient de sa bouche, étrangement fluides, alors qu'elle récitait chaque vers de cette ode infernale. À mesure qu'elle avançait, l'air dans la pièce devint lourd, presque irrespirable. Une sensation de malaise s'installa parmi ses amis. Certains, mal à l'aise, se détournèrent, refusant d'entendre la suite. Mais Anna continua, sa voix se faisant plus basse, plus profonde, presque hypnotique. Lorsqu'elle prononça les derniers vers, un silence absolu régna dans la pièce. Soudain, l'une des fenêtres explosa sous la pression, projetant des éclats de verre tout autour. Les lumières vacillèrent, et un cri déchirant résonna dans la maison, comme un écho venant d'un autre monde. Anna s'arrêta, le souffle coupé, son visage livide. Ses amis la secouèrent, tentant de la ramener à la réalité, mais elle restait figée, ses yeux grands ouverts, fixant un point invisible dans l'obscurité. Ils décidèrent de quitter la maison au plus vite. De retour chez elle, Anna se renferma, refusant de parler de ce qu'il s'était passé. Mais la nuit, les cauchemars commencèrent. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle se retrouvait dans un paysage désertique, entouré de montagnes de crânes et de rivières de sang. Des silhouettes sombres murmuraient autour d'elle, l'appelant par son nom, lui montrant les vers du poème écrit dans le sable en lettres enflammées. Les jours suivants, son état se détériora rapidement. Des blessures apparurent sur son corps sans explication. Ses amis, inquiets, tentèrent de contacter sa famille, mais Anna refusa de les voir. Elle répétait sans cesse les mots du poème, comme une litanie infernale. Puis, un matin, elle disparut. La police fouilla sa maison, mais tout ce qu'ils trouvèrent fut la feuille de papier où le poème était inscrit, désormais taché de sang. Ses amis, terrifiés, décidèrent de brûler le poème, espérant ainsi briser la malédiction. Mais rien n'y fit. Chacun d'eux commença à souffrir de phénomènes étranges, des bruits inexpliqués, des ombres dans leur chambre, des accidents qui semblaient provoquer la malchance. L'un d'eux se cassa le bras en tombant dans les escaliers, un autre se fit renverser par une voiture. Anna, quant à elle, ne fut jamais retrouvée. Depuis, plus personne n'ose lire Tommy Noès à voix haute. Certains enseignants ont même banni ce poème des cours de littérature. La légende persiste, menaçant quiconque voudrait tester le pouvoir de ces mots maudits. Et ceux qui osent lire le poème seuls, dans le silence de leur chambre, disent parfois sentir une main glacée effleurer leur épaule, comme si Anna elle-même était venue les prévenir, ne lis pas plus loin. Haruka, une jeune femme passionnée de folklore urbain, avait toujours voulu en savoir plus sur la mystérieuse Kisaragi Station. Cette gare fantôme, dont on raconte qu'elle apparaît parfois sur certaines lignes ferroviaires, serait la porte vers une autre dimension. Selon les témoignages, les voyageurs qui s'y retrouvent par accident sont piégés dans un monde parallèle, où le temps et l'espace ne suivent plus les mêmes règles. Haruka, sceptique mais fascinée, prit un soir le dernier train de la ligne locale, espérant prouver que tout cela n'était que des racontards. Elle s'assit près de la fenêtre, observant le paysage nocturne défiler rapidement. Au fur et à mesure que le train avançait, les gares se succédaient. Mais quelque chose était étrange. Les noms des stations ne correspondaient pas à ceux qu'elle connaissait. Les panneaux étaient effacés, les lettres indistinctes. Le train ralentit et s'arrêta finalement dans une gare inconnue. Haruka fronça les sourcils. Elle n'avait jamais entendu parler de cette station. Intriguée, elle descendit. Le quai était désert. Pas un seul autre passager n'avait quitté le train avec elle. Haruka se dirigea vers le panneau indicateur, espérant y trouver le nom de l'endroit. Kisaragi Station, lisait-elle. Un frisson parcourut son dos. Cette gare existait donc vraiment ? La curiosité l'emporta sur la peur, et elle décida de faire le tour du quai. Les lumières étaient faibles, projetant des ombres inquiétantes sur le sol.
Pas de guichet, pas de personnel, seulement le silence. Soudain, le train derrière elle se remit en marche. « Attendez !» cria-t-elle en se précipitant vers les portes, mais celles-ci se fermèrent devant elle. Le train s'éloigna, disparaissant dans l'obscurité. Haruka resta figée, son cœur battant la chamade. Elle sortit son téléphone pour appeler de l'aide, mais aucun signal. Les messages qu'elle tenta d'envoyer restèrent en échec. Seule et désorientée, elle décida de quitter la gare et de suivre le chemin en face d'elle. Le sentier serpentait à travers une forêt épaisse. Après plusieurs minutes de marche, elle commença à entendre des bruits étranges, des murmures étouffés et des craquements de branches. Elle accéléra le pas, essayant de ne pas céder à la panique. Puis, elle aperçut des lumières au loin. Avec soulagement, elle réalisa qu'il y avait une autre gare. Elle courut vers celle-ci, espérant trouver quelqu'un. Mais en arrivant, elle découvrit avec horreur qu'elle était revenue à Kisaragi Station. Le quai, le panneau, tout était identique. Le train, quant à lui, n'était pas là. Haruka, désormais paniquée, tenta de rebrousser chemin. Mais le sentier avait changé. Les arbres semblaient se rapprocher les uns des autres, bloquant son passage. Elle se retrouva piégée, la gorge serrée par une terreur grandissante. Ses appels à l'aide se perdirent dans le néant. Et puis, elle vit des ombres se mouvoir entre les troncs, s'approchant lentement d'elle. Le lendemain, la police retrouva son téléphone abandonné sur le quai d'une gare ordinaire, à des centaines de kilomètres de là. Aucun signe de Haruka. Le téléphone contenait un seul enregistrement audio. Sa voix tremblante murmurait « Je suis à Kisaragi Station. Quelqu'un peut-il m'aider ?» avant de se couper brusquement par un cri strident. Depuis ce jour, Haruka n'a jamais été retrouvée. On dit que les voyageurs qui montent dans le dernier train de la ligne peuvent encore capter, par moments, un faible signal sur leur téléphone. Un message vocal. Celui d'une femme qui implore de l'aide depuis un lieu où le temps et l'espace se tordent, ne descendait jamais à Kisaragi Station. Satoru était un passionné de jeux vidéo et de forums en ligne. Comme tous les adolescents de son âge, il passait des heures sur Internet à naviguer entre discussions et vidéos étranges. Un jour, un ami lui parla d'une rumeur inquiétante, un pop-up rouge maudit qui apparaîtrait sans prévenir sur certains ordinateurs. La légende disait que si l'on cliquait dessus par curiosité, il mènerait à une série d'événements terrifiants. Intrigué, Satoru décida de mener l'enquête. Il fit des recherches, passant des heures à fouiller les recoins obscurs du web. Il trouva des témoignages d'utilisateurs qui affirmaient avoir vu ce fameux pop-up. Certains décrivaient une fenêtre rouge, sans titre, avec une simple question « Aimes-tu le rouge ?» D'autres parlaient de bruits étranges, de voix chuchotant leur nom. Satoru, excité par le frisson de l'inconnu, décida d'essayer de le déclencher. Il ouvrit des dizaines de pages suspectes, téléchargea des programmes douteux, mais rien ne se passa. Déçu, il se dit que ce n'était qu'un mythe. Jusqu'à ce soir-là. Il était tard, et la lumière de l'écran de son ordinateur était la seule source de clarté dans sa chambre. Alors qu'il s'apprêtait à éteindre, une petite fenêtre rouge surgit au centre de son écran. Aucun titre, aucune description, juste la question « Aimes-tu le rouge ?» Satoru sourit. Il avait enfin réussi. Sans réfléchir, il cliqua sur la fenêtre. Celle-ci disparut instantanément, et l'écran se noircit. Le cœur battant, Satoru attendit, pensant qu'il s'agissait d'un simple bug. Mais le silence qui suivit était lourd, anormal. Soudain, une série de fenêtres apparut, chacune avec un message différent. « Pourquoi es-tu seul ? Tu ne devrais pas être ici, quel est ton nom ?» Satoru tenta de fermer les fenêtres, mais chaque clic ouvrait une nouvelle question. Puis, les fenêtres se mirent à afficher son nom complet. « Comment ?» murmura-t-il, les mains tremblantes. Puis, une dernière fenêtre s'afficha, plus grande que les autres. « Veux-tu voir ta chambre rouge ? Oui ou non ?» Satoru hésita, mais sa curiosité l'emporta. Il cliqua sur « Oui ». Le pop-up disparut, et tout redevint normal. Soulagé, il se redressa sur sa chaise. C'était juste une blague. Pensa-t-il, se levant pour se diriger vers sa salle de bain. Mais quelque chose attira son attention.
Le reflet dans le miroir de sa chambre semblait différent. Il se tourna lentement et sentit son cœur se figer. Les murs de sa chambre étaient recouverts de rouge. Du sang, dégoulinant lentement du plafond. Une odeur métallique remplissait l'air, et un ricanement résonna dans la pièce. Ses meubles étaient imbibés de ce liquide rouge vif, des éclaboussures se répandaient partout. Satoru recula, horrifié. Puis, une ombre se détacha du coin de la pièce, se glissant lentement vers lui. C'était une silhouette humaine, mais ses yeux brillaient d'un rouge vif, et un sourire macabre s'étendait sur son visage. « Tu aimes le rouge, n'est-ce pas » susurra la voix, se mêlant au ricanement. Avant qu'il ne puisse réagir, la créature s'élança sur lui, et tout devint noir. Le lendemain matin, la mère de Satoru, inquiète de ne pas le voir descendre pour le petit déjeuner, monta dans sa chambre. Ce qu'elle découvrit la fit hurler d'horreur. Les murs étaient couverts de sang, et sur l'ordinateur de Satoru, une dernière fenêtre était ouverte. « Bienvenue dans ta chambre rouge. » Son fils, quant à lui, gisait sans vie, les yeux grands ouverts, un sourire figé sur le visage. Depuis cet incident, des rumeurs circulent sur la malédiction de la chambre rouge. Les internautes avertissent les curieux de ne jamais cliquer sur le pop-up s'il apparaît. Car ceux qui le font finissent toujours par disparaître, ne laissant derrière eux qu'une chambre baignée de rouge et une horreur indicible. Dans la ville de Sendai, après le tsunami dévastateur de 2011, de nombreux chauffeurs de taxi ont rapporté des rencontres troublantes. Les routes, autrefois bondées de circulation, étaient devenues silencieuses, et les récits de passagers mystérieux commencèrent à se multiplier. Le chauffeur Kiyoshi, qui avait conduit dans cette ville pendant plus de 20 ans, n'avait jamais cru aux fantômes. Mais un soir d'hiver, son scepticisme fut mis à l'épreuve. Il était environ minuit. La pluie tombait à torrents, et Kiyoshi se préparait à terminer sa tournée. Alors qu'il roulait sur une route déserte près de la côte, il aperçut une silhouette debout sous un réverbère clignotant. Une jeune femme, en uniforme scolaire, semblait faire signe. Kiyoshi s'arrêta, baissant la vitre côté passager. « Besoin d'un taxi » demanda-t-il. La jeune fille hocha la tête, montant silencieusement à l'arrière. Elle était trempée, ses cheveux collants à son visage, ses mains pâles serrées sur ses genoux. Kiyoshi ajusta le rétroviseur pour la regarder. « Où puis-je vous emmener » demanda-t-il. La jeune fille murmura une adresse familière, dans un quartier voisin. Kiyoshi hocha la tête et démarra. Mais au fil du trajet, un malaise grandissait en lui. Quelque chose n'allait pas. La jeune fille ne bougeait pas, ne disait rien. Son regard semblait fixé sur quelque chose au loin. Après quelques minutes, Kiyoshi tenta de rompre le silence. « Vous êtes en retard pour rentrer à la maison, hein » plaisanta-t-il doucement. Pas de réponse. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, mais la jeune fille était tournée vers la fenêtre, ses lèvres bougeant comme si elle murmurait quelque chose. Kiyoshi plissa les yeux, tendant l'oreille. « Je ne veux pas partir. Je veux rentrer chez moi. Pourquoi suis-je encore là ?» Les cheveux se dressèrent sur la nuque de Kiyoshi. Il décida de vérifier l'adresse, mais lorsqu'il se tourna pour lui parler, le siège arrière était vide. La portière n'avait pas bougé, aucune trace d'eau sur la banquette. Pris de panique, il freina brusquement, sortit de la voiture et scruta la route déserte sous la pluie battante. Personne. Il retourna dans son taxi, tremblant, et se remit à rouler. Lorsqu'il atteignit l'adresse mentionnée par la fille, il se retrouva devant un terrain vide. Kiyoshi, secoué, arrêta le moteur. En sortant de la voiture, il remarqua une vieille stèle posée au sol. Sur la plaque, il lut « À la mémoire des victimes du tsunami du 11 mars 2011 ». Il réalisa avec horreur que l'adresse correspondait à un quartier entièrement englouti par le tsunami. Depuis ce jour, Kiyoshi ne travaille plus la nuit. Mais il sait que la jeune fille n'était pas la seule. D'autres chauffeurs parlent de passagers fantômes, montant silencieusement, demandant à être conduits dans des endroits qui n'existent plus. Il monte dans le taxi avec un regard vide, des vêtements déchirés, et des murmures perdus, « Je veux rentrer chez moi ». Leur destin tragique les laisse terrés, coincés entre ce monde et l'au-delà, cherchant désespérément un retour impossible.
Dans la ville de Kyoto, une légende particulière se transmet de génération en génération, celle du fil blanc. Le fil apparaît seulement aux personnes solitaires ou mélancoliques, comme un dernier appel avant de sombrer dans un monde inconnu. On dit qu'il surgit sans prévenir dans des ruelles sombres, se glissant doucement au sol, attirant les âmes en quête de réponses. Ceux qui le voient disent qu'il brille faiblement, tel un mince rayon de lune tissé dans le noir. La légende avertit quiconque de ne jamais tirer sur ce fil, sous peine d'être entraîné dans une dimension parallèle d'où il est impossible de revenir. Ayako, une jeune femme dévastée par la perte récente de son fiancé, errait sans but dans les rues de Kyoto. La douleur de son absence la plongeait dans une tristesse insondable. Une nuit, alors qu'elle marchait près d'un vieux temple abandonné, elle remarqua quelque chose de curieux sur le sol. Un fil blanc, si fin qu'on aurait dit une toile d'araignée, serpentait devant ses pieds, semblant luire doucement sous la lumière pâle des réverbères. Intriguée, Ayako s'agenouilla et toucha délicatement le fil. Il était doux, presque soyeux. Elle le ramassa lentement, le fil s'enroulant entre ses doigts. Lorsqu'elle se releva, elle remarqua que le fil semblait vouloir la guider, se déroulant en direction d'une ruelle sombre. Le cœur battant, elle suivit le fil, le regard fixé sur cette étrange lueur blanche. Le fil semblait s'étirer à l'infini, disparaissant dans l'ombre des ruelles étroites. Ayako, comme hypnotisée, continuait de le suivre sans se poser de questions. Au bout d'un moment, elle remarqua que le décor autour d'elle avait changé. Les murs étaient plus anciens, les pavés du sol disjoints et couverts de mousse. L'air était devenu glacial, chargé d'une étrange sensation de lourdeur. Ayako voulut s'arrêter, mais ses pieds refusaient d'obéir, comme s'ils étaient tirés en avant par une force invisible. Le fil l'entraîna dans un dédale de ruelles, chaque tournant la menant plus profondément dans ce quartier inconnu. Finalement, elle arriva devant un immense portail de bois, si vieux qu'il semblait sur le point de s'effondrer. Le fil s'enroulait autour de la poignée, luisant de plus en plus intensément. Sans comprendre pourquoi, Ayako tendit la main et ouvrit le portail. Derrière, un jardin étrange s'étendait, baigné dans une lumière surnaturelle. Un immense cerisier en fleurs se dressait au centre, ses pétales blanches tombant en silence, formant un tapis doux et irréel. Le fil blanc s'étira vers le tronc de l'arbre et Ayako le suivit docilement, ses yeux perdus dans la contemplation de cet endroit magique. Mais lorsqu'elle atteignit le tronc, une voix douce, presque familière, résonna derrière elle. Elle se retourna brusquement et son cœur faillit s'arrêter. Devant elle se tenait son fiancé, son visage éclairé par un sourire tendre. « Je savais que tu viendrais. » Ayako, les larmes aux yeux, avança vers lui. Elle tendit la main pour toucher son visage, mais au moment où elle effleura sa joue, sa main traversa son corps comme de l'air. Un frisson glacé parcourut son échine. Le sourire de son fiancé se transforma lentement en un rictus tordu. Son corps commença à se désintégrer, les pétales de cerisier se teintant de rouge autour de lui. Ayako recula, le fil blanc toujours enroulé autour de ses doigts. Le jardin tout entier changeait, les arbres se transformant en squelettes déformés, les fleurs fanant instantanément. Le paysage se déforma, se tordant comme si le monde lui-même se désintégrait. Elle se tourna pour s'enfuir, mais le fil blanc l'empêchait de bouger. Il s'était enroulé autour de ses poignets, de ses jambes, et serrait de plus en plus fort. La douleur la fit hurler. Elle tenta de se débattre, tirant de toutes ses forces pour se libérer, mais chaque mouvement ne faisait que resserrer l'étreinte. Le fil devint incandescent, brûlant sa peau, et elle se sentit aspirer en arrière, comme si une force irrésistible la tirait vers le cœur de l'arbre. Dans un dernier effort, elle parvint à arracher le fil de son poignet. La lumière éclata autour d'elle, aveuglante. Puis, tout redevint noir. Lorsqu'Ayako reprit connaissance, elle était allongée sur le pavé froid d'une ruelle, le même quartier qu'au début de sa quête. Mais quelque chose avait changé. La ville semblait différente, plus sombre, plus silencieuse. Elle se releva avec difficulté et marcha vers l'avenue principale. Là, elle s'arrêta, la gorge serrée. Les passants marchaient, l'ignorant complètement. Elle essaya d'aborder quelqu'un, mais personne ne semblait la voir ou l'entendre. Affolée, elle courut jusqu'à chez elle, mais découvrit avec horreur que son appartement était occupé par une autre famille. Ayako avait été effacée du monde des vivants. Plus personne ne la connaissait.
Elle errait désormais dans cette version parallèle de la réalité, piégée à jamais. Le fil blanc avait tissé une nouvelle destinée pour elle, l'enfermant dans un univers où elle n'était qu'un simple spectre. Les rares témoins de cette légende racontent que, par les nuits de pleine lune, on peut apercevoir une silhouette féminine se tenant près du vieux temple de Kyoto, cherchant désespérément quelque chose ou quelqu'un. Et ceux qui croisent son regard voient apparaître à leurs pieds un mince fil blanc. Un fil qui, s'ils ont le malheur de le toucher, les conduira eux aussi dans ce jardin maudit où ils disparaîtront à jamais. Le tunnel de Kiyotaki, situé dans la région de Kyoto, est réputé pour être l'un des lieux les plus hantés du Japon. Construit à la fin de l'ère Meiji, ce passage sombre et sinistre s'étire sur plusieurs centaines de mètres. La légende raconte que de nombreux ouvriers sont morts pendant sa construction, exploités dans des conditions inhumaines. Leurs esprits en colère entraient désormais cet endroit, provoquant accidents et visions terrifiantes. Sachiko, une jeune conductrice, décida de vérifier par elle-même la véracité de ces rumeurs. Un soir, après une longue journée de travail, elle prit sa voiture et se dirigea vers le tunnel. En approchant, l'atmosphère sembla changer. Le vent cessa de souffler, et l'air se fit plus lourd. Le tunnel, noir comme une gueule béante, semblait l'attendre. Sachiko prit une grande inspiration et entra lentement, ses phares perçant à peine l'obscurité oppressante. À l'intérieur, le silence régnait en maître. Le seul bruit était celui des pneus crissant sur le sol inégal. Tout à coup, un brouillard épais envahit l'espace, réduisant encore davantage sa visibilité. Sachiko sentit son cœur s'accélérer, mais elle continua d'avancer prudemment. Puis, elle aperçut une silhouette à l'extrémité de ses phares. Un homme, debout au milieu de la route. Elle freina brusquement. L'homme restait immobile, comme s'il ne la voyait pas. Son visage était caché sous un large chapeau, et ses vêtements semblaient délavés, d'une autre époque. Sachiko hésita, mais décida de klaxonner pour l'avertir. Aucun mouvement. Agacée et de plus en plus anxieuse, elle se résigna à sortir de la voiture pour lui demander de s'écarter. Mais lorsqu'elle ouvrit la portière et leva les yeux, la silhouette avait disparu. Elle regarda autour d'elle, cherchant une explication rationnelle, mais il n'y avait personne. Tremblante, elle retourna dans sa voiture, son souffle rapide formant de la buée sur le pare-brise. Puis, elle se figea. Sur le siège passager, elle vit une main, blanche et décharnée, s'agripper au dossier. La main se contracta lentement, puis se replia. Sachiko se tourna brusquement, mais il n'y avait rien. La panique monta, et elle redémarra précipitamment, décidée à quitter cet endroit maudit. Alors qu'elle accélérait, une voix faible résonna à travers l'habitacle, semblant sortir de nulle part. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le rétroviseur reflétait le tunnel derrière elle, mais une silhouette floue se dessina. Un visage pâle et défiguré, les orbites vides d'expression, fixait Sachiko avec une intensité glaçante. Le tunnel s'éternisait, les murs semblaient se tordre autour d'elle. Chaque fois qu'elle pensait atteindre la sortie, elle se retrouvait de nouveau à l'entrée. Un cycle infernal, la plongeant dans une spirale de peur et de confusion. Les apparitions se succédaient, des mains fantomatiques traversant les vitres, des voix murmurant son nom. Après ce qui lui sembla une éternité, Sachiko émergea enfin du tunnel. Le brouillard se dissipa, et la nuit redevint calme. Elle arrêta la voiture sur le bas-côté, ses mains tremblant violemment. Elle jeta un coup d'œil derrière elle, mais le tunnel n'était plus visible. Il avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Le lendemain, elle raconta son expérience à ses collègues, mais personne ne la crut. Certains lui dirent que le tunnel de Kiyotaki était connu pour jouer des tours à ceux qui s'y aventuraient seuls la nuit. D'autres ajoutèrent que l'esprit d'un ouvrier mort lors de la construction attendait toujours que quelqu'un vienne l'aider à trouver la paix. Depuis, Sachiko évite soigneusement cette route. Elle sait que quelque chose la suit, quelque chose qui, un jour, la ramènera dans ce tunnel où le temps et la réalité se déforment sous le poids des âmes tourmentées. Mérisan était autrefois une simple poupée, offerte à une petite fille par ses parents aimants. Fabriquée dans les années 1950, avec de longs cheveux noirs, des yeux de verre étincelants et un visage d'une beauté saisissante, Mérisan devint vite la compagne inséparable de la fillette.
Elle trônait toujours fièrement sur le lit de la petite, ses bras ouverts comme pour l'enlacer. Mais un jour, la famille déménagea dans une nouvelle ville. La petite fille, désormais adolescente, décida qu'elle était trop grande pour jouer avec des poupées. Mérissant fut laissée derrière, abandonnée dans un grenier poussiéreux. Quelques années plus tard, la famille tomba sur un article de presse qui parlait de la démolition de leur ancienne maison. En lisant cela, la jeune fille, devenue adulte, se souvint de Mérissant et de son abandon. Elle se sentit soudainement coupable et envoya un message à la nouvelle propriétaire pour récupérer la poupée. Mais l'autre famille avait déjà déménagé. Il ne restait plus rien de leur ancien foyer, juste un tas de gravats et de débris. Ce soir-là, seule chez elle, elle reçut un appel étrange. Une voix de petite fille, douce mais mélancolique, murmurait « Pourquoi m'as-tu laissé ?» La jeune femme pensa que c'était une mauvaise blague et raccrocha. Peu après, son téléphone sonna à nouveau. « Pourquoi m'as-tu abandonné ? Je suis à l'entrée de ta ville. » Un frisson parcourut son dos. Elle raccrocha encore, les mains tremblantes. Le téléphone sonna une troisième fois. Cette fois, la voix semblait plus proche. « Je suis devant ta maison. » Terrifiée, elle courut vérifier par la fenêtre. La rue était déserte, plongée dans la pénombre. Elle revint dans le salon, essayant de se calmer. Le téléphone sonna de nouveau. « Je suis juste derrière toi. » La jeune femme se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Le silence de l'appartement était oppressant. Elle laissa échapper un rire nerveux, tentant de se convaincre qu'elle devenait folle. Mais en se tournant une nouvelle fois, elle vit quelque chose qui la fit hurler. Sur le canapé, là où elle était assise quelques minutes plus tôt, se tenait une petite poupée. Mérissant. Les yeux de la poupée brillaient d'un éclat sinistre dans la lumière tamisée. Sa tête s'inclina lentement sur le côté, et une voix faible, semblable à celle qu'elle avait entendue au téléphone, résonna dans la pièce. « Pourquoi m'as-tu laissé, grande sœur ?» La jeune femme, pétrifiée, sentit une pression grandissante dans sa poitrine. La poupée sembla grandir, ses membres s'allongèrent, sa bouche s'ouvrit, émettant un rire dément. Dans un élan de terreur, elle se précipita hors de l'appartement, abandonnant tout derrière elle. Le lendemain, lorsqu'elle revint accompagnée de ses parents et de la police, l'appartement était vide. Aucune trace de Mérissant. Pas de poupée, pas d'indice. Elle raconta son expérience, mais personne ne la crut. Ils la persuadèrent que ce n'était qu'un cauchemar, une hallucination due au stress. Mais quelque chose n'allait pas. Le téléphone de la jeune femme continuait de sonner, même lorsqu'il était débranché. La voix de Mérissant revenait sans cesse, de plus en plus proche. Quelques jours plus tard, elle disparut. Ses parents, désespérés, fouillèrent son appartement. Ils trouvèrent, posée sur le lit, une lettre écrite de sa main tremblante, « Je ne peux plus fuir. Mérissant est avec moi. Elle ne partira jamais. » À côté de la lettre, ils découvrirent une vieille photo, celle de la jeune fille, enfant, serrant Mérissant contre elle. La poupée avait un sourire étrangement humain, et ses yeux semblaient fixer le photographe avec une intensité malsaine. Depuis, il se raconte que si vous abandonnez une poupée ou un jouet qui a été précieux dans votre enfance, Mérissant pourrait venir vous rendre visite. Certains disent que lorsqu'ils sont seuls chez eux, ils entendent un faible murmure venant du fond de la pièce, « Pourquoi m'as-tu laissé ? Je suis en route pour te retrouver, si vous entendez cette voix, ne répondez jamais. Éteignez les lumières et ignorez-la. Car si Mérissant arrive jusqu'à vous, vous ne pourrez plus jamais la quitter. » Dans un petit village rural de la préfecture de Gifu, les habitants racontent depuis des générations l'histoire de Hashishakusama, un esprit malveillant qui rôde autour des maisons isolées, cherchant à enlever les enfants. Cet esprit prend la forme d'une femme gigantesque, mesurant près de 8 pieds de haut, d'où elle tire son nom. Son apparence est trompeuse, semblant douce et maternelle à première vue. Mais son visage est flou, comme caché par un voile invisible. Et lorsqu'elle parle, sa voix résonne comme un écho, répétant un étrange qui s'intensifie à chaque syllabe. Taro, un jeune garçon de 10 ans, vivait dans ce village avec ses grands-parents. Un été, alors qu'il jouait seul dans le jardin, il entendit ce bruit pour la première fois. Curieux,
il leva les yeux et vit une grande silhouette debout de l'autre côté de la clôture. C'était une femme, avec un large chapeau blanc qui cachait son visage. Elle lui fit signe de la main, et Taro, pris d'un mélange de fascination et de peur, s'approcha de la clôture. Avant qu'il ne puisse lui parler, sa grand-mère sortit précipitamment de la maison, le visage blême. Elle le saisit par le bras et l'entraîna à l'intérieur sans dire un mot. Une fois la porte fermée, elle plaça des amulettes sur toutes les fenêtres et toutes les portes de la maison, murmurant des prières. Elle ordonna à Taro de ne pas sortir et d'éviter de regarder dehors, peu importe ce qu'il pourrait entendre ou voir. La nuit tomba, et la maison resta plongée dans un silence oppressant. Taro, bien qu'effrayé, ne pouvait s'empêcher de penser à la femme. Ses grands-parents s'étaient barricadés dans le salon avec lui, mais l'atmosphère était lourde, empreinte d'une angoisse palpable. Puis, aux alentours de minuit, le bruit recommença. La voix résonnait faiblement à l'extérieur. Taro, pétrifié, sentit son sang se glacer. Il vit les yeux de son grand-père s'agrandir de terreur. « Ne faites aucun bruit », murmura-t-il, les mains tremblantes. La voix se rapprocha. La silhouette gigantesque de Hachisakusama passa devant la fenêtre. Elle se pencha légèrement, sa tête masquée par le rebord, et une longue main blanche se posa contre la vitre, griffant doucement le verre. Sa voix se fit plus douce, comme une berceuse. Elle resta ainsi pendant ce qui parut être une éternité. Puis, lentement, elle s'éloigna. Les heures passèrent sans qu'aucun autre bruit ne se fasse entendre. À l'aube, les grands-parents de Taro appelèrent un prêtre local. Celui-ci arriva rapidement, accompagné de 2 autres personnes. Ils emmenèrent Taro dans un ancien temple, le tenant fermement tout au long du trajet. Là, le prêtre entama un rituel, plaçant des amulettes autour de Taro et récitant des incantations. « Hachisakusama t'a choisi », murmura-t-il sombrement. « Mais si nous parvenons à la tromper, elle te laissera en paix. » Le prêtre expliqua que Taro devait quitter le village immédiatement, sans se retourner, et ne jamais parler de ce qu'il avait vu. Un convoi fut organisé pour l'emmener chez un oncle éloigné, bien loin de la région. Taro, bien qu'effrayé, obéit. Sur la route, il entendit une dernière fois cette voix derrière lui. Il sentit une envie irrésistible de se retourner, mais les paroles du prêtre résonnèrent dans sa tête. Il se força à regarder droit devant lui, les larmes aux yeux. La voix s'éloigna progressivement, et finalement, disparut. Des années plus tard, Taro ne revint jamais au village. Ses grands-parents, quant à eux, le supplièrent de ne pas revenir, même après leur mort. Car Hachisakusama n'oublie jamais ce qu'elle a choisi. Elle attend, patiemment, dans les recoins sombres, répétant inlassablement son sinistre bruit à la recherche de nouvelles âmes innocentes à emporter dans son monde. À l'époque d'Edo, dans un village reculé des montagnes japonaises, les habitants vénéraient une déesse particulière. On l'appelait Kazakami, la déesse du parapluie. La légende voulait que, par les nuits de tempête, elle apparaisse sous la forme d'un immense parapluie, flottant au-dessus du village. Ceux qui croisaient son chemin étaient invités à partager leur abri avec elle. Refuser ou manquer de respect à Kazakami revenait à attirer sa malédiction. La déesse n'était pas cruelle par nature, mais elle exigeait qu'on la traite avec une courtoisie absolue. Un soir, alors qu'une tempête faisait rage, le jeune Taro, un paysan du village, rentrait chez lui sous une pluie battante. Le vent hurlait, et la foudre déchirait le ciel, illuminant la route sinueuse devant lui. Tout à coup, une ombre massive apparut devant lui. C'était un parapluie gigantesque, flottant à une dizaine de mètres au-dessus du sol. Ses couleurs changeaient à chaque éclat de lumière, passant du rouge au bleu, puis au noir profond. Taro, bien que trempé jusqu'aux os, ne put s'empêcher de fixer cette apparition. Il se souvint alors de l'ancienne légende contée par sa grand-mère. « Si tu vois Kazakami, incline-toi et salue-la, puis continue ton chemin sans te retourner. » Son instinct lui hurlait de fuir, mais il se força à se courber lentement, en murmurant « Kazakami-sama, je vous salue. » Le parapluie se mit à descendre, flottant doucement jusqu'à être juste au-dessus de lui. Une voix féminine douce, mais emplie d'une puissance palpable, s'éleva dans le vent. « Prendras-tu le temps de marcher avec moi, jeune homme ?» Taro, le cœur battant à tout rompre, hocha la tête. « Bien sûr, Kazakami-sama.
Je vous accompagnerai autant que vous le désirez. » Ils marchèrent ainsi, côte à côte, le parapluie planant au-dessus de sa tête. La pluie ne l'atteignait plus, et le vent, autrefois déchaîné, se calma autour d'eux. Taro sentit un étrange apaisement l'envahir. La voix de Kazakami résonna à nouveau, « Les villageois ne me respectent plus. Ils m'oublient, moi qui les protégeais autrefois des tempêtes. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'un ton plus sévère, « Ce manque de respect, devrais-je leur rappeler qui je suis ?» Taro se figea. Il savait que contrarier la déesse pourrait amener la destruction sur le village tout entier. « Non, Kazakami-sama, je vous en prie. Accordez-leur encore un peu de temps. Ils ne vous ont pas oublié, ils sont seulement distraits par les temps modernes. » Il ne savait pas pourquoi il se lançait dans cette explication, mais il sentait que chaque mot prononcé pourrait sceller le sort de son village. La déesse demeura silencieuse pendant un moment, comme réfléchissant. Puis, elle émit un soupir. « Soit. Pour cette nuit, je les épargnerai. » Le parapluie commença à s'élever lentement dans le ciel, ses couleurs dansant dans la nuit. « Mais n'oublie jamais, la tempête n'est jamais bien loin. Continue de me respecter, et je veillerai sur vous. Si tu m'oublies, je reviendrai, et la pluie sera alors accompagnée de larmes de sang. » Le parapluie disparut dans un éclair de lumière, et la tempête cessa soudainement. Taro resta seul, debout au milieu de la route, le cœur encore battant de terreur et de soulagement. Lorsqu'il rentra au village, il raconta son expérience aux anciens, qui jurèrent de rétablir les rites en l'honneur de Kazakami. Depuis cette nuit, aucun habitant n'ose sortir par temps de pluie sans saluer Kazakami et lui offrir un parapluie en hommage. Et lorsqu'une ombre immense flotte dans le ciel, il baisse la tête en murmurant respectueusement, « Kazakami-sama, merci de nous protéger. » Car ils savent qu'oublier la déesse du parapluie pourrait déclencher une tempête de malédiction dont personne ne pourrait échapper. Au cœur des grandes villes japonaises, il n'est pas rare de croiser des chiens errants. Mais certaines nuits, les rues se vident de leurs passants et le vent semble murmurer des avertissements. C'est lors de ces nuits particulières que les Jinmanken, des chiens à visage humain, sortent de l'ombre. La première fois qu'Akira entendit parler d'eux, c'était lors d'un dîner de famille. Son grand-père racontait avoir aperçu l'un de ces créatures, il y a bien longtemps, alors qu'il rentrait tard de son travail. L'homme avait juré de ne jamais emprunter le même chemin de peur de croiser à nouveau cet être effrayant. Un soir, Akira, sceptique mais curieux, décida de se rendre sur les lieux mentionnés par son grand-père, une ruelle étroite et sombre, bordée par des immeubles vétustes. Il se dit qu'il ne s'agissait que d'une vieille superstition et qu'il allait la démentir une bonne fois pour toutes. Alors qu'il avançait, ses pas résonnant dans le silence de la rue déserte, un bruissement attira son attention. Là, à l'intersection, un chien semblait fouiller dans une poubelle renversée. Akira s'approcha prudemment, curieux. Lorsque l'animal releva la tête, Akira sentit son sang se glacer. Ce n'était pas un chien ordinaire. Son corps était canin, mais son visage, c'était celui d'un homme, vieux et ridé, avec une expression de profonde tristesse. Le chien le fixa avec des yeux humains, sombres et remplis de mélancolie. Puis, contre toute attente, il parla, « Pourquoi me fixes-tu ainsi? N'as-tu jamais vu un malheureux chien à visage humain ?» Akira, incapable de répondre, fit un pas en arrière. Le Jinmanken soupira, un son étrangement humain, et détourna son regard. Nous sommes les âmes perdues, condamnées à errer dans ces rues pour l'éternité. Sa voix était rauque, chargée d'une douleur que même les mots ne pouvaient exprimer. Certains d'entre nous étaient autrefois des hommes cruels et égoïstes, transformés en monstres pour expier nos péchés. D'autres sont simplement nés ainsi, rejetés par les leurs. Akira sentit un mélange de pitié et de terreur l'envahir. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le Jinmanken se détourna et s'éloigna dans l'obscurité, ses pattes produisant un bruit doux sur le bitume. Pendant un moment, Akira resta figé, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles. Lorsqu'il reprit ses esprits, il se précipita hors de la ruelle, jurant de ne jamais revenir. Le lendemain, en racontant son expérience à ses amis, personne ne le crut. Mais chaque fois qu'Akira passe près de cette ruelle, il ressent un poids sur sa poitrine. Il sait que le Jinmanken est toujours là,
caché quelque part dans les recoins sombres de la ville, attendant patiemment que quelqu'un d'autre croise son chemin pour écouter son histoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.